RRF Chroniques africaines. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques africaines de RRF. Aujourd'hui, nous revenons sur le voyage apostolique du pape Léon XIV en Afrique en soulignant son message de paix et de fraternité interreligieuse lors de ses passages en Algérie et au Cameroun. En réaction à la présence du pontife, les séparatistes anglophones du Cameroun ont annoncé une trêve temporaire historique afin d'assurer la sécurité des pèlerins. Par ailleurs, l'actualité politique fait état d'événements majeurs, tels que les victoires électorales écrasantes au Bénin et à Djibouti et les tentatives de réforme institutionnelle au Zimbabwe. Nous couvrons également l'actualité sportive et sociale, des qualifications historiques pour la Coupe du Monde en République démocratique du Congo, aux enquêtes sur les cas de racisme dans le football. Enfin, nous mettons en lumière de graves crises humanitaires, notamment les inondations dévastatrices au Mozambique et les violents conflits internes au Nigeria et en Éthiopie. D'accord, décortiquons tout cela. Parce que on a souvent tendance à imaginer la géopolitique mondiale comme une mécanique, enfin presque parfaitement huilée, ou du moins très rationnelle. Oui, une grille de lecture très rassurante, en effet. Exactement, c'est ça. Une sorte de grand échiquier où tout se calcule, quoi. Genre, un pays impose des sanctions économiques, l'économie de la cible s'effondre, on déploie une flotte militaire près d'un détroit et paf, la frontière s'apaise par simple intimidation. On aime croire que les leviers du pouvoir sont toujours tangibles, toujours mesurables en fait. Voilà. Sauf que le problème, c'est que la réalité est beaucoup plus chaotique que ça. Oh oui, penser uniquement en termes de puissance dure, de navires de guerre et de traités commerciaux, ça donne une illusion de contrôle. Ça donne l'impression que le monde obéit à des lois de physique pure. Absolument. Et en parcourant notre pile de dossiers pour l'exploration d'aujourd'hui, parce qu'on a rassemblé des rapports de terrain brut d'agences de presse comme Lanza ou la BBC, mais aussi des analyses hyper pointues de revues comme Limes, Revista Africa et Avenire, on s'aperçoit vite que cette fameuse physique des relations internationales est complètement déréglée. Elle est en train de muter, je dirais même. Ouais. On voit des arsenaux militaires massifs tenus en échec d'un côté et à l'inverse des forces purement symboliques réussir l'impossible. C'est le paradoxe total. Et notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est justement de relier ces points, de comprendre comment un événement spirituel peut stopper une guerre et comment un détroit bloqué peut créer des émeutes à l'autre bout du monde. Et c'est précisément ce paradoxe qui rend l'observation de l'actualité si cruciale en ce moment. Les règles classiques de la diplomatie transactionnelle, disons, atteignent leurs limites. D'autres formes de pouvoir émergent. Alors, entrons directement dans le vif du sujet avec l'exemple le plus frappant de cette dynamique. C'est quelque chose qui se déroule en ce moment même, sur le continent africain. Le pape Léon XIV a entamé une tournée historique de 11 jours. C'est seulement son deuxième grand voyage à l'étranger depuis son élection. Tout à fait. Et il a choisi de couvrir l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale. Pour bien situer l'enjeu, les chiffres de nos sources sont quand même fous. L'Afrique abrite aujourd'hui 288 millions de catholiques. Ce qui représente plus d'un cinquième des fidèles dans le monde. C'est énorme. Le centre de gravité de l'Église se déplace indéniablement vers le sud. Et ce déplacement n'est pas seulement démographique, il est hautement stratégique. Le choix de l'itinéraire est tout sauf un hasard de calendrier. Commencer par l'Algérie, par exemple. Ça envoie un message d'une puissance inouïe. Surtout quand on réalise que Léon XIV est le tout premier pape à fouler le sol de ce pays. Un pays à écrasante majorité musulmane sunnite, je le rappelle. Et il ne s'est pas limité aux réceptions officielles dans la capitale, ce qui est très intéressant. Ouais, il s'est rendu à Annaba, l'ancienne ville antique d'Hippone. C'est un lieu chargé d'histoire, puisque c'est là que saint Augustin a été évêque au IVe siècle. Oui, mais au-delà de l'histoire ancienne, ce sont vraiment les scènes contemporaines décrites dans les dépêches qui marquent les esprits. Complètement. Je pense notamment à cette visite dans une maison de retraite, une maison gérée par des religieuses catholiques, les Petites Sœurs des Pauvres. Un lieu qui incarne à lui seul un modèle de coexistence qui semble presque utopique vu de l'extérieur. C'est exactement le mot. Les rapports décrivent des personnes âgées, chrétiennes et musulmanes vivant sous le même toit. Dans une harmonie totale, quoi. Il y a cet échange magnifique où un résident musulman, Salah Bouchmel, s'adresse au pape en arabe. Pour lui expliquer que leurs différences religieuses ne sont pas des murs. Voilà, il dit que ce sont des ponts, qui les aident à cultiver la paix au quotidien. Et le pape a répondu avec des mots très forts. Il a affirmé que, je cite, « Le cœur de Dieu est déchiré par les guerres,
et qu'il n'est pas avec les arrogants. Cette humilité affichée, c'est une arme diplomatique redoutable en fait. Et le contraste avec l'environnement extérieur est d'ailleurs assez glaçant. Oui, parce que pendant que le pape plantait un olivier de la paix sous une pluie battante, avec de jeunes scouts algériens au milieu des ruines romaines de la basilique à Pachis, la réalité sécuritaire du pays se rappelait à son bon souvenir. L'ombre du terrorisme n'était pas loin, malheureusement. Pas du tout même. Le jour même de son arrivée, les forces de l'ordre ont déjoué un double attentat-suicide à Blida. Qui visait un quartier général de la police. C'est ça. 2 kamikazes ont été tués avant de pouvoir passer à l'acte. Et ça pose une question évidente, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais planter un arbre symbolique, faire des discours sur l'humilité, est-ce que ce n'est pas qu'une simple performance médiatique ? C'est une question légitime. Quel est le véritable poids de cette autorité spirituelle face à des kamikazes ou même des armées régulières ? Je comprends tout à fait ce scepticisme. C'est la critique habituelle de ce qu'on appelle la diplomatie douce ou le soft power. Mais pour comprendre la force réelle de cette autorité morale, il faut observer l'étape suivante de son voyage. Le Cameroun. Exactement. Et plus particulièrement la ville de Bamenda. Ah, Bamenda, c'est l'épicentre d'un drame absolu. Juste pour clarifier le contexte pour notre audience, le Cameroun est déchiré depuis près d'une décennie par un conflit sanglant. Oui, la minorité anglophone s'estime marginalisée et s'oppose par les armes au gouvernement central qui est majoritairement francophone. Le bilan est terrible. On estime à plus de 6 000 le nombre de morts. Sans parler des centaines de milliers de civils déplacés, des villages incendiés, toute une économie régionale dévastée. C'est une impasse totale. En 2019, l'État camerounais avait bien tenté d'organiser un grand dialogue national pour trouver une issue. Ouais, mais ça a fait un flop tragique. Parce que les groupes séparatistes n'y ont vu qu'une manœuvre politique, un piège tendu par un gouvernement en qui ils n'avaient plus aucune confiance. Et c'est là que se produit l'impensable. Face à l'arrivée de Léon XIV, l'alliance séparatiste Unity Alliance a publié un communiqué officiel. Ils ont décrété une pause unilatérale de 3 jours dans les combats. Un laissez-passer sécurisé, un safe travel passage. Exactement. Moi, ça me fait penser à la fameuse trêve olympique de l'Antiquité, tu vois, vous voyez. Ils ont explicitement déclaré faire cela par respect pour la nature purement spirituelle de la visite, et pour permettre aux civils d'aller voir le souverain pontife sans risquer leur vie. C'est fascinant. Mais comment on explique ça? Comment un homme en robe blanche réussit-il en quelques heures ce que des années de négociations, de pression et de menaces militaires n'ont pas pu accomplir? En fait, la clé réside justement dans le fait qu'il ne détient aucun pouvoir de coercition. La politique traditionnelle, celle du dialogue de 2019, elle était basée sur des concessions, des amnisties, sous conditions... Mais ce calcul de pouvoir, quoi. Voilà, c'est un jeu à somme nulle où chaque camp a une peur panique de perdre la face. Le pape, lui, il n'a pas d'armée secrète, il ne convoite pas les ressources naturelles du Cameroun. Son autorité est exclusivement morale. Donc, le fait de ne rien avoir à gagner politiquement, c'est devenu son ultime avantage stratégique. C'est le principe même de la transcendance. Dans une guerre civile qui s'éternise comme celle-là, les belligérants finissent souvent par perdre toute légitimité aux yeux du monde. Ouais. Donc, accepter une trêve pour un événement spirituel majeur, c'est pour ces groupes armés une façon de regagner une once de respectabilité internationale. Ah, je vois. L'Alliance séparatiste a d'ailleurs utilisé ces mots. C'est une preuve de leur respect de la dignité humaine. S'ils avaient attaqué des pèlerins civils ou ignoré l'appel à la paix du pape, et le coût réputationnel aurait été catastrophique, même auprès de leur propre soutien. Donc, d'une certaine manière, l'autorité morale du pape les a acculés à faire preuve d'humanité. Exactement. C'est une démonstration de force paradoxale, mais hyper fascinante. Cela dit, il faut bien admettre que cette paix est éphémère. C'est une parenthèse de 3 jours. Oui. Le répit est à court terme. Donc la question se pose, comment on construit la stabilité sur le temps long? Et quand on regarde nos autres dépêches sur l'Afrique, on voit que le pouvoir politique utilise des méthodes beaucoup moins spirituelles pour verrouiller l'avenir. Vous faites référence à l'architecture électorale de certains pays, je suppose. Ah ça oui. Prenez les dernières élections présidentielles. Au Bénin, les résultats provisoires créditent Romuald Wadani de plus de 94% des voix. Un score impressionnant. Et à Djibouti, c'est encore plus vertigineux. Ismaël Omar Guelleh est réélu pour un 6e mandat consécutif avec 97,81% des suffrages. Près de ça de 28%, oui. Honnêtement, quand je lis qu'un dirigeant obtient 97% des voix pour entamer son 6e mandat, mon premier réflexe, c'est pas vraiment de m'émerveiller sur sa popularité. Je me dis plutôt que le système est conçu pour exclure toute compétition réelle. C'est une lecture très rationnelle des choses. Mais voici où ça devient vraiment intéressant.
Ce qui m'intrigue profondément, c'est le silence radio des grandes puissances mondiales. D'habitude, elles sont toujours promptes à dégainer des leçons de démocratie. Pourquoi ferment-elles les yeux sur des scores qui relèvent presque de l'anomalie statistique ? Pour comprendre ce silence, il faut arrêter de regarder la charte des droits de l'homme et regarder une carte géographique. D'accord. La géographie de Djibouti, c'est son véritable bouclier. Ce pays minuscule est posé exactement sur le détroit de Bab el-Mandeb. Le fameux goulot d'étranglement maritime. C'est ça. Il relie la mer Rouge à l'océan Indien. C'est par là que transite une part gigantesque du commerce mondial et surtout les flux cruciaux d'hydrocarbures. C'est littéralement l'artère jugulaire de la mondialisation, quoi. Et pour protéger cette artère, les superpuissances ont besoin d'un ancrage ultra prévisible. Djibouti a transformé cette rente géographique en un véritable modèle économique et sécuritaire. Ouais, on y trouve des bases militaires américaines, françaises. Mais aussi la première base navale de la Chine à l'étranger. Attendez, vraiment. Ils sont tous là-bas en même temps ? Oui, il y a même une présence japonaise et italienne. Tout ce beau monde, qui se regarde souvent en chien de faïence partout ailleurs sur la planète, cohabite ici avec un seul but, éviter le chaos. Et donc, un dirigeant local qui garantit l'absence de chaos interne pendant des décennies, il devient intouchable. C'est la quintessence de la stabilité artificielle. Pour les diplomates à Washington, Pékin ou Paris, un scrutin pluraliste avec des manifestations, des contestations et de l'incertitude à Djibouti, Ce serait un cauchemar logistique. ça représenterait un risque systémique pour l'économie mondiale. Un résultat à 97%, c'est peut-être discutable d'un point de vue démocratique, mais ça offre une prévisibilité absolue. Ils achètent la continuité de Garelé pour s'assurer que leurs navires marchands ne seront pas pris en otage par une crise politique locale. C'est cynique, mais tellement logique. Mais le truc, c'est que si Djibouti garantit cette stabilité artificielle au millimètre près, c'est précisément parce que, juste de l'autre côté de ce détroit vital, au Moyen-Orient, l'architecture mondiale est en train de s'effondrer. Les tensions sont à leur comble, en effet. En épluchant la revue géopolitique Lim, on a l'impression de lire un scénario catastrophe. Toutes les poudrières s'embrasent en même temps, c'est qui menace directement cette fameuse sécurité maritime dont on vient de parler. Le Moyen-Orient agit actuellement comme un trou noir géopolitique. Il absorbe toute l'attention diplomatique, toutes les ressources et génère des ondes de choc qui déstabilisent des régions situées à des milliers de kilomètres. Bon, reprenons la mécanique de cette escalade, en restant strictement factuel sur les rapports. Le point de départ, c'est le durcissement de l'administration américaine sous Donald Trump, avec un embargo visant à asphyxier totalement les ports iraniens. Et en réponse, l'attention se concentre immédiatement sur le détroit d'Ormuz. Lims utilise d'ailleurs une métaphore très visuelle, il parle d'un entonnoir iranien. C'est une bonne image, mais concrètement, comment le blocage potentiel d'un seul détroit peut-il faire paniquer la planète entière ? Parce qu'Ormuz n'est pas un simple bras de mer, c'est l'unique voie de sortie pour le pétrole du Golfe Persique. Lorsqu'un embargo frappe l'Iran et que la menace d'une fermeture d'Ormuz plane, la réaction est immédiate. Les marchés s'affolent. Pire que ça, les compagnies d'assurance maritime paniquent. Les primes pour assurer les navires pétroliers explosent du jour au lendemain. Les routes doivent être modifiées, les délais s'allongent. C'est une réaction en chaîne économique massive déclenchée par un risque militaire. Et ce risque, il est bien réel. Les dépêches indiquent que les forces israéliennes, les FDI, ont annoncé avoir tué Larijani sur le sol iranien. Une escalade directe. Et ce qui est dingue, c'est de voir comment ça irradie. Prenez le Pakistan. Il se retrouve complètement happé dans la spirale. On apprend qu'Islamabad, la capitale, est barricadée, 10 000 agents déployés, une immense zone rouge sécurisée. Et tout ça pour héberger de potentiels pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran. Alors même qu'il y a des rapports contradictoires sur la présence réelle de la délégation iranienne. Et pendant ce temps, le Pakistan doit gérer ses propres fronts, allant jusqu'à bombarder Kaboul en Afghanistan. C'est, je veux dire, un embouteillage diplomatique et militaire infernal. L'analogie de l'embouteillage est parfaite. En diplomatie, on parle de bande passante. Actuellement, la bande passante de la communauté internationale est complètement saturée par ce face-à-face irano-américain. Et c'est là qu'on commence à voir les dommages collatéraux, n'est-ce pas ? Exactement. Des dommages qui frappent ceux qui sont censés maintenir la paix. Ouais. Au Liban, la base italienne de la Finul à Chama était frappée. Heureusement, pas de blessés cette fois-ci. Mais ça survient juste après la mort de 3 soldats de la paix indonésiens. Les casques bleus deviennent des cibles. C'est le symptôme classique d'un vide sécuritaire. Quand les acteurs locaux voient que l'attention des grandes puissances est focalisée sur le Golfe, eh bien, ils testent les limites ailleurs. Et les missions de maintien de la paix se retrouvent isolées. Isolés et extrêmement vulnérables.
ce qui oblige certains pays à prendre les choses en main, seuls. En Somalie, on a vu le gouvernement local mener un raid avec des partenaires internationaux très limités pour éliminer 12 djihadistes d'Al-Shabaab. Les périphéries se battent pendant que le centre s'enlise. Tout à fait. Ce qui relie la Somalie, le Liban, le Pakistan, c'est l'interdépendance. Quand l'énergie devient plus chère à cause d'Ormuz et que l'attention sécuritaire est monopolisée ailleurs, l'onde de choc finit toujours par atterrir sur les citoyens ordinaires. Ce qui nous amène à la partie peut-être la plus viscérale de notre analyse d'aujourd'hui. Comment cette grande géopolitique atterrit-elle concrètement sur le ticket de caisse des gens ? Parce que c'est là que les fractures sociales cèdent en premier. C'est ça. Prenons l'Afrique du Sud. C'est un cas d'école assez glaçant. Le Trésor public a été forcé de réduire la taxe sur les carburants pendant 1 mois pour tenter d'alléger le fardeau des citoyens. Une mesure d'urgence face à la hausse mondiale de l'énergie. Mais une réduction d'1 mois, ça ne suffit pas. L'angoisse économique monte et la colère trouve un exutoire. Des manifestations très dures ont éclaté contre les immigrés nigériens. La pression économique agit souvent comme une poudrière qui déclenche la xénophobie. Et nos sources soulignent un détail dingue. Ces manifestations ont été exacerbées juste après une cérémonie traditionnelle Igbo. Pourquoi un simple événement culturel met-il le feu aux poudres ? Parce que dans un climat de pénurie, la visibilité d'une communauté étrangère est perçue à tort comme une provocation ou un accaparement des richesses. Ils deviennent des boucs émissaires pour un système mondial défaillant. Surtout quand, en parallèle, les élites semblent intouchables. L'ancienne ministre nigérienne du pétrole, Diezani Alison Madueke, nie avoir accepté des pots de vin pour s'offrir une vie de luxe et des biens immobiliers au Royaume-Uni. Ce contraste est dévastateur pour la confiance publique. Totalement. Et cette instabilité force même les acteurs politiques à redessiner leurs alliances. Au niveau diplomatique, le Mali vient de retirer sa reconnaissance à la République arabe sahraoui démocratique pour soutenir le plan marocain. La réelle-politique l'emporte ? Le Mali a besoin de partenariats économiques et sécuritaires immédiats. Même chose en politique interne. En Afrique du Sud, Jordan Hill-Lewis, le leader de l'Alliance démocratique, a admis ouvertement que le soutien de son parti est, je cite, « trop blanc ». Il cherche à tout prix à élargir son attrait. Il a compris que les vieux clivages ne tiennent plus face à la crise globale. Il faut s'adapter ou disparaître. C'est fou de voir à quel point tout est interconnecté. On est parti d'un pape plantant un olivier sous la pluie algérienne pour arriver à des trêves au Cameroun. En passant par des scores électoraux de 97% à Djibouti pour sécuriser le commerce mondial. Puis l'entonnoir d'Ormuz, le Pakistan barricadé et enfin le prix de l'essence qui provoque des émeutes identitaires en Afrique du Sud. C'est l'effet papillon poussé à son paroxysme. C'est pour ça que s'informer sur ces sujets n'est pas qu'un exercice intellectuel. La stabilité d'un bout de la planète garantit vraiment la prospérité de l'autre. Absolument. Et pour terminer, je voudrais laisser une pensée provocatrice à ceux qui nous écoutent. On vit dans un monde fasciné par la puissance dure, les blocus, les flottes militaires, les sanctions. Et pourtant, si la simple visite d'un homme en blanc, sans aucune armée, peut convaincre des groupes armés de faire taire leurs fusils après 10 ans de conflits meurtriers, est-ce que le monde moderne n'aurait pas gravement sous-estimé le pouvoir de l'autorité morale ? C'est une excellente question. Imaginez ce que pourrait accomplir la diplomatie de la boussole morale là où la politique traditionnelle échoue. C'est quelque chose à méditer la prochaine fois qu'on vous dira que seule la force dicte la marche du monde. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée et à très bientôt. RRF Chroniques africaines.